Je suis ravie de vous retrouver dans notre émission « Une ville, un écrivain ». Aujourd'hui, je vous propose de retrouver le Paris d'Émile Zola. Pour vous resituer, le Paris de Zola, c'est celui du Second Empire, puis celui de la Troisième République. C'est le Paris de la modernité, transformé par les travaux haussmanniens. En 1860, le mur d'enceinte de la capitale est abattu et la ville s'agrandit, passant de 12 à 20 arrondissements. De larges avenues, du gaz, des immeubles bourgeois, des gares, des grands magasins, bref, beaucoup de changements. Zola étudie l'impact de ces bouleversements sur diverses strates de la population. Des banquiers, des bourgeois, des ouvriers, des commerçants, des courtisanes et bien d'autres. Zola aura près d'une vingtaine de domiciles parisiens. D'abord sur la rive gauche, où il souffre d'une grande pauvreté dans sa jeunesse, puis sur la rive droite, à mesure que son succès lui permet de s'offrir des logements de plus en plus luxueux. Certains lui serviront de modèle, notamment pour le personnage de Pierre Sandoz, son double dans l'œuvre, qui suivra la même trajectoire immobilière que son créateur. On associe souvent Émile Zola à Aix-en-Provence, où il déménage à l'âge de 3 ans pour suivre son père. Pourtant, c'est bien à Paris qu'il est né, au 10 rue Saint-Joseph, dans le 2e arrondissement. C'est à cette même adresse, dans le quartier de la Bourse, qu'il installe les bureaux de l'Espérance dans son roman L'Argent. Les bureaux de l'Espérance, le journal catholique en détresse que Saccard avait acheté, se trouvaient rue Saint-Joseph, dans un vieil hôtel noir et humide dont ils occupaient le premier étage, au fond de la cour. Après l'enfance solaire de la Provence, Zola revient à Paris à 18 ans et prépare son bac au lycée Saint-Louis. Son ami et futur biographe Paul Alexis, qu'il rencontre au lycée, raconte dans Notes d'un ami comment se déroulent les épreuves du bac du jeune Émile. Zola brille dans les matières scientifiques. Enfin, il arrive devant le dernier professeur. « Voyons. D'abord un peu d'histoire, dit l'examinateur. Veuillez me dire, monsieur, la date de la mort de Charlemagne. » Zola, visiblement troublé, hésite et finit par balbutier une date. Il ne se trompait que de 500 ans. Il faisait mourir Charlemagne sous le règne de François Ier. « Passons à la littérature, » dit sèchement le professeur. Et il lui demande l'explication d'une fable de La Fontaine. Ce professeur et Zola ne pensaient sans doute pas de même en littérature, car le premier ouvrait des yeux de plus en plus irrités à mesure que l'autre expliquait La Fontaine comme il le sentait, sans doute avec des vues très romantiques. J'aurais voulu livrer au public le nom du héros qui, lui, tout seul, refusa au baccalauréat l'auteur des Rougon-Macquart, pour l'avoir trouvé nul en littérature. Zola gardera toute sa vie le souvenir cuisant de son double échec au bac et il écrira à son amie Cézanne « Je n'ai pas achevé mes études, je ne sais même pas parler en bon français, j'ignore tout. » Zola et sa mère s'installent dans le quartier latin. Ils vivent dans l'instabilité et enchaîneront les petites mansardes vétustes. Leur premier logement sera au 4e étage du 63 rue Monsieur-le-Prince, dans le 6e. C'est l'époque de la misère la plus noire pour Zola, qui ne se nourrit la plupart du temps que de pain et d'un peu de fromage. Il est contraint de mettre tous ses vêtements au mont-de-piété. Il vit alors reclus chez lui, enveloppé dans des couvertures, ce qu'il appelle « faire l'arabe ». On dit même que Zola piégeait des moineaux pour les faire rôtir. On retrouve une description solitaire de cette jeunesse difficile dans la Confession de Claude. « Moi, frère, je vis tristement. J'ai l'hiver sans printemps, sans amoureuse. Mon grenier, tout en haut d'un escalier humide, est grand et irrégulier. Les angles se perdent dans l'ombre, les murs, nus et obliques, font de la chambre une sorte de corridor qui s'allonge en forme de bière. De pauvres meubles, minces planches mal ajustées et peintes d'une horrible couleur rouge, craquent funèbrement dès qu'on les touche. Des lambeaux de damas d'étain pendent au-dessus du lit, et la fenêtre, privée de rideaux, s'ouvre sur une grande muraille noire, éternellement debout et sévère. Le tournant majeur sera 4 ans plus tard, en 1862, lorsque Zola trouvera un poste chez Hachette, dont les locaux se trouvaient près de l'Odéon. Zola y entre comme commis au service des expéditions, puis gravit rapidement les échelons avant de devenir chef de la publicité.
Cette expérience permet à Zola de rédiger ses premières chroniques journalistiques et de découvrir les milieux littéraires parisiens. C'est la fin de la misère financière pour sa mère et lui, et Zola peut enfin épouser Alexandrine. Leur dernier appartement du quartier latin est un peu plus confortable. Au 10 rue de Vaugirard, les Zola occupent un 6e étage avec un balcon qui donne sur le jardin du Luxembourg. Zola va ensuite déménager sur la rive droite, qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort. Zola et sa femme vont d'abord habiter pendant 10 ans dans le quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement, pour se rapprocher de leurs amis artistes. Leurs 3 logements sont modestes mais confortables et disposent d'un petit jardin que Zola cultive avec soin. Au 14 rue de la Condamine, Zola installe même un poulailler et une niche pour son chien Bernard. Dans l'œuvre, roman autobiographique qui dépeint sa jeunesse et son amitié avec Cézanne, Zola décrit ce logement de la rue de la Condamine. Une petite maison de travail et d'espoir, vaste à côté des greniers de jeunesse, égayée déjà d'un commencement de bien-être et de luxe. Après une dizaine d'années aux Batignolles, Zola veut se rapprocher du centre de Paris et choisit le quartier artistique de la Nouvelle Athènes. Le quartier est encore assez calme, mais attire une bourgeoisie intellectuelle raffinée. Si le 9e est le quartier que Zola a le plus habité, paradoxalement, c'est celui qu'il a le moins décrit dans ses romans. Zola et Alexandrine s'installent dans un appartement au 23 rue Balue. Zola continue à profiter de son aisance matérielle chèrement acquise en décorant l'appartement de meubles de toutes les époques et de tous les pays, ainsi que de nombreux tableaux de ses amis impressionnistes, notamment Manet et Monet. En 1889, le couple emménage au 21 bis rue de Bruxelles et y restera jusqu'à la mort de Zola en 1902. Les Zola occupent le rez-de-chaussée et le premier étage côté rue de cet hôtel particulier de 3 étages avec jardin. Le journaliste Jules Huret dépeint minutieusement le décor. C'est, dès le vestibule de l'hôtel, un grouillement de formes et de couleurs, un encombrement inouï de bibelots. Contre le mur de l'escalier gauche, un bas-relief en bois peint, une demi-douzaine de personnages grandeur nature, une extraordinaire dalmatique où d'énormes reliefs de broderie en vieil argent se détachent sur un fond de perles bleues. Voici encore une fine tapisserie au ton passé, une verdure jaunie, des cadres remplis d'émaux, de croquis d'enluminure, une antique madone en bois noirci s'abrite dans une niche de soierie jaune et bleue. Le regard, sollicité de toutes parts, ne trouve un coin où se fixer. Zola justifie ce décor luxueux et fantaisiste par le fait qu'il soit resté un romantique indécrottable, nourri de Hugo et de Musset. C'est là qu'il vivra notamment sa liaison avec Jeanne Rosereau, la jeune lingère du couple, lors de leurs années à Médan. Pour Jeanne, qui n'a alors que 21 ans et lui 49, Zola suit un régime strict et se remuscle en sillonnant la campagne à bicyclette. Zola aura 2 enfants avec Jeanne, Denise et Jacques, auxquels Alexandrine acceptera de donner le nom de leur père. La capitale a également servi de cadre à son œuvre. 12 des 20 romans des Rougon-Macquart se déroulent principalement à Paris et offrent une chronique inestimable du Second Empire. Zola, en bon naturaliste, observe, étudie, interroge. Il prend des notes minutieuses pour documenter de façon réaliste et précise chaque sujet, milieu et quartier. À chaque roman, son quartier. La plaine Monceau pour la Curée, la Goutte d'Or pour l'Assommoir, les Halles pour le Ventre de Paris, le quartier Saint-Augustin pour Au Bonheur des Dames. Plongeons-nous ensemble dans des extraits de l'œuvre de Zola et retrouvons les lieux qu'il décrit de sa plume. C'est le jour du mariage de Gervaise et Coupeau dans l'Assommoir. Après une cérémonie bâclée à la mairie et à l'église, les invités cherchent à tuer le temps en attendant l'heure du repas. Il ne fait pas beau et la noce décide d'aller au musée. Suivons la joyeuse troupe qui se rend au Louvre et redécouvrons de célèbres œuvres à travers leurs yeux. On s'était engagé dans la rue de Cléry. Ensuite, on prit la rue du Mail. Sur la place des Victoires, il y eut un arrêt. La mariée avait le cordon de son soulier gauche dénoué. Enfin, après avoir descendu la rue Croix des Petits Champs, on arriva au Louvre. Que de tableaux sacrediés, ça ne finissait pas. Il devait y en avoir pour de l'argent. Puis, au bout, Monsieur Madinier les arrêta brusquement devant le radeau de la Méduse. Et il leur expliqua le sujet. Tous, saisis, immobiles, se taisaient. Quand on se remit à marcher, Boche résuma le sentiment général. C'était tapé.
D'un geste, M. Madinier commanda une halte au milieu du salon carré. Il n'y avait là que des chefs-d'œuvre, murmurait-il à demi-voix comme dans une église. On fit le tour du salon. Gervaise demanda le sujet des noces de Cana. C'était bête de ne pas écrire les sujets sur les cadres. Coupeau s'arrêta devant la Joconde à laquelle il trouva une ressemblance avec une de ses tantes. Boche et Bibi la grillade ricanaient en se montrant du coin de l'œil les femmes nues. Les cuisses de l'Antiope surtout leur causèrent un saisissement. Monsieur Madinier alla droite à la kermesse de Rubens. Là, il ne dit toujours rien. Il se contenta d'indiquer la toile d'un coup d'œil égrillard. Les dames, quand elles eurent le nez sur la peinture, poussèrent de petits cris, puis elles se détournèrent très rouges. Les hommes les retinrent, rigolant, cherchant les détails orduriers. Changeons maintenant de décor. Le roman Nana a pour cadre le théâtre des variétés. Dans les années 1860, les opérettes d'Offenbach font fureur. Nana interprète son premier rôle dans une opérette, La Blonde Vénus. Elle n'a ni voix ni talent, mais exhibe un corps dénudé qui suffit à son succès. Le passage des panoramas est longuement décrit lors de scènes agitées, au cours desquelles le comte Muffat, aristocrate russe fou amoureux de Nana, attend sa maîtresse à la sortie du théâtre. Le comte fit le guet à la porte même du théâtre. Il n'aimait pas attendre dans ce bout de couloir où il craignait d'être reconnu. C'était, à l'angle de la galerie des Variétés et de la galerie Saint-Marc, un coin louche avec des boutiques obscures, une cordonnerie sans clientèle, des magasins de meubles poussiéreux, un cabinet de lecture enfumé, somnolent, dont les lampes encapuchonnées dormaient le soir dans une lueur verte. Et il n'y avait jamais là que des messieurs bien mis et patients, rôdant parmi ce qui encombre une entrée des artistes, des saouleries de machinistes et des guenilles de figurantes. Dans le même quartier, Zola campe son grand magasin, Au Bonheur des Dames. Zola s'est inspiré du Bon Marché, le premier grand magasin au monde situé rue de Sèvres. Mais il transpose le magasin rive droite entre la rue de la Michaudière, la rue Saint-Augustin et la place Gaillon. Octave Mouret, dont on a suivi l'ascension sociale dans Pot-Bouille, est passé de simple commis à directeur du grand magasin. Dans Au Bonheur des Dames, c'est Denise l'héroïne. Elle est vendeuse au Bonheur des Dames et loge rue de la Michaudière dans une cellule étroitement sardée, la numéro 7, réservée aux employés. À travers ses yeux, c'est l'essor des grands magasins et la menace qui pèse sur les petits commerçants que nous découvrons. C'est le seul roman des Rougon-Macquart qui se termine bien, puisque Denise finit par épouser Octave Mouret, le directeur. Mais laissons là ces personnages et revenons à Zola. S'il fut une plume exceptionnelle, il fut également un homme d'engagement politique. En 1894, le capitaine Dreyfus est jugé puis condamné pour trahison et déporté en Guyane. Comme à son habitude, Zola s'informe, enquête, interroge. Rapidement, il est convaincu de l'innocence de Dreyfus. Suite à l'acquittement du commandant Esterhazy, qui est le véritable traître de l'affaire, Zola, scandalisé, prend la plume. Le 13 janvier 1898, paraît dans le journal L'Aurore, J'accuse, sa célèbre lettre ouverte au président de la République. Zola prend la défense du capitaine Dreyfus. C'est au 142 rue Montmartre, dans le 2e, que l'on retrouve les locaux du journal L'Aurore. Le bâtiment est resté le même, avec ses cariatides et ses colonnes corinthiennes. On peut y voir une plaque commémorative. Il existe également une stèle dédiée à Zola, place Alfred Dreyfus, dans le 15e arrondissement. On peut lire un extrait de J'accuse. La vérité est en marche, et rien ne l'arrêtera. Qui souffre pour la vérité et la justice devient auguste et sacré. Il n'est de justice que dans la vérité. Il n'est de bonheur que dans la justice. La publication de J'accuse dans l'Aurore eut un retentissement phénoménal. Petit journal habituellement limité à 30 000 exemplaires, dont le rédacteur en chef n'était autre que Clémenceau, l'Aurore fut ce jour-là tiré à 300 000 exemplaires. Peggy témoigne dans ses cahiers de la quinzaine. Toute la journée dans Paris, les camelots à la voix éraillée crièrent l'Aurore, coururent avec l'Aurore en gros paquets sous les bras, distribuèrent l'Aurore aux acheteurs empressés. Le choc fut si extraordinaire que Paris faillit se retourner. L'implication de Zola dans l'affaire Dreyfus aura des répercussions importantes sur la vie de l'écrivain. Un procès, 1 an d'exil à Londres et surtout des circonstances mystérieuses qui entourent son décès. Nous sommes au 21 bis rue de Bruxelles. Dans la nuit du 28 au 29 septembre
1902, Zola meurt asphyxié dans son sommeil. Il est intoxiqué par les vapeurs d'un feu de cheminée. Est-ce un accident ? Selon l'arrière-petite-fille de l'écrivain, Brigitte-Émile Zola, il s'agirait d'un assassinat. Son propre grand-père aurait reçu en 1951 une lettre contenant la confession d'un ouvrier, Henri Buronfos, qui aurait été payé par des antidreyfusards pour boucher la cheminée. 6 ans après la mort de Zola, Clémenceau, devenu président du Conseil, convainc l'Assemblée nationale de panthéoniser l'écrivain, en même temps qu'elle vote une loi réintégrant Dreyfus dans l'armée. Le 4 juin 1908, les cendres de Zola sont transférées depuis le cimetière de Montmartre dans la crypte du Panthéon, aux côtés de Victor Hugo. Alors, Zola a peut-être raté le bac, mais nous continuons de l'étudier au bac depuis plus d'1 siècle. Zola a également été refusé 25 fois à l'Académie française. C'est le record absolu de refus. Mais il repose désormais aux côtés des grands hommes et femmes de la nation. L'homme et l'œuvre ont marqué Paris et ont livré une description fidèle de la société de la fin du Second Empire. Merci de nous avoir suivis dans les pas de Zola à Paris et à bientôt pour une nouvelle émission, Une ville, un écrivain.